Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. On l'a connu, ministre du redressement productif en France. Le voici redresseur de tort climatique. Arnaud Montebourg est entré le mois dernier au capital de New Wind, une start-up, une entreprise française qui propose des éoliennes domestiques. 2 de ces arbres avant, c'est comme ça qu'on les appelle, seront exposés dans un peu plus de 3 semaines maintenant à la COP 21 à Paris. Des arbres que vous allez voir sont assez novateurs. Ils existent en Suisse, en Allemagne également. Alors le climat, c'est maintenant. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur TV5 Monde. Alors justement, peut-être d'abord quelques mots sur ce qu'on appelle ces arbres avant. Certains de nos téléspectateurs et de nos téléspectatrices ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Qu'est-ce donc ? Ce sont des turbines qui fabriquent de l'électricité, qui, sous forme d'arbres, de buissons, de grappes, enfin il y a plusieurs formules. Ouais. Celles-ci sont réservées aux entreprises. D'autres produits plus modestes, plus modulables, permettront d'être utilisés par des ménages, des familles, qui pourront décider de produire leur propre électricité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, tout le monde veut produire son électricité selon ses valeurs, selon ses choix. C'est un des éléments de l'autonomie et de la liberté. Et bientôt, à l'usine, au bureau, à la maison, on produira une partie, peut-être pas tout bien sûr, une partie de l'électricité qu'on consomme. Et le pari de l'éolien, c'est que l'éolien comme le solaire vont devenir aussi bon marché que les téléphones portables. C'est en train de devenir, puisque la productivité des éoliennes a bondi dans des proportions considérables, de façon exponentielle, rendant finalement la production d'électricité à domicile, à l'usine ou sur le lieu de travail, pour les entreprises, accessible. Et en fait, c'est une manière d'accéder à l'énergie gratuite. Parce qu'une fois que vous avez remboursé le prix de l'investissement initial, que vous payez finalement à un prix qui est une sorte d'investissement au prix du réseau à la vente de détail, au bout d'un moment où vous avez fabriqué l'électricité que vous avez évité d'acheter au réseau, après, l'énergie est gratuite à vie jusqu'à la disparition de l'appareil, mais qui est quand même garantie 10 ans. Alors, éoliennes domestiques, donc, ce sont de minuscules éoliennes, on le voit, hein, comme des petites feuilles comme ça sur des arbres. On a bien compris que ça s'adresse aussi aux particuliers, c'est possible, mais est-ce que dans un premier temps, ce serait plutôt à destination des collectivités territoriales, municipalités, départements, régions ? Ce sont des dynamos avec un algorithme très savant qui permet d'optimiser la fabrication d'électricité en fonction de la puissance du vent et qui, toutes les secondes, donne un ordre automatique, algorithmé, à ces génératrices d'électricité. Elles produisent de l'électricité, elles permettent à des personnes qui n'ont pas d'électricité dans le monde, il y en a encore, à des endroits très reculés, d'accéder à l'électricité de façon autonome et permettent à ceux qui veulent produire leur électricité de le faire en appoint à l'achat sur le réseau. Nous avons anticipé, d'ailleurs pas nous, la CRE, Commission de régulation de l'électricité, que l'électricité allait augmenter de 4 à 5% par an maintenant, de façon inéluctable, parce que les systèmes de production de l'énergie électrique centralisés voient les prix de cette production augmenter, que ce soit le nucléaire ou même les installations de grande dimension. Les centrales, le CO2, qui va être impacté par les décisions qui vont être prises à la COP 21, les centrales à charbon fermes, mais vous avez le gaz aussi, dont le prix va augmenter. Bref, toutes les énergies fossiles, aujourd'hui, vont subir finalement des impacts. Et le prix de l'électricité accessible est un prix qui augmente. Je rappelle que pour les ménages, en Allemagne, il est 30 centimes le kilowattheure. En France, il est encore à 15. Mais la plupart des pays européens, il est très élevé, rendant encore plus rentable l'investissement dans ce que nous appelons la génératrice, l'aérolif, cette feuille. Alors justement, cette génératrice, cet arbre, entre autres, pas la feuille, mais ça coûte combien un arbre comme ça en moyenne? Écoutez, notre objectif, c'est d'arriver à 20 000 euros, c'est-à-dire un prix pour les collectivités et les entreprises. Ce qui coûte cher, ce n'est pas l'aérolif, c'est la structure. Donc nous cherchons à diminuer les coûts de production de manière à ce que l'électricité produite soit rentable pour les... Vous dites démocratisation, certains disent utopique. Non, notre objectif, c'est de le rendre disponible pour tous, et y compris dans des pays où le pouvoir d'achat est très faible. Les pays africains, je rappelle que 80% des Africains n'accèdent pas à l'électricité. Ces pays ne pourront pas
construire des réseaux, des infrastructures aussi importantes que ceux que nous avons pu faire au siècle précédent. Et donc, il va falloir trouver d'autres méthodes pour accéder à l'électricité, que les enfants puissent faire leurs devoirs, que les gens puissent communiquer entre eux, pomper de l'eau là où il y a la sécheresse. Donc, c'est l'autonomie électrique. Et ce sont des solutions à la fois solaires ou éoliennes renouvelables, puisque l'énergie, d'ailleurs, il y a un rapport qui a été fait sur le sujet de l'université de Stanford. Si 20% du vent disponible dans le monde était collecté, il y en aurait 7 fois plus d'électricité qu'il n'en faut pour l'économie actuelle. Donc pas besoin d'un vent très puissant. Ouais. Donc il suffit de collecter cette énergie qui est dans notre quotidien, dont on n'a pas conscience du gisement extraordinaire. C'est ce que nous appelons, là, avec l'inventeur de l'aéroliffe, M. Michaud Larivière, nous l'appelons la moisson des énergies perdues. La moisson des énergies perdues. Alors, dans un peu plus de 3 semaines, Arnaud Montebourg, ça ne vous a pas échappé, démarra à Paris, la capitale française, la COP21, c'est-à-dire la grande conférence mondiale onusienne sur le climat. Copenhague avait été un échec. On parle du micro-éolien. Est-ce que ce n'est pas ce genre d'expérience, au fond, qui manque pour sensibiliser encore plus les opinions publiques ? Je crois que les opinions publiques sont en avance sur les gouvernements. Je dirais que les opinions publiques ont pris conscience que le système finalement d'épuisement des ressources tel qu'il a été conçu, avec une croissance destructrice et non pas renouvelable, pose d'énormes questions. Et le réchauffement de la planète n'en est qu'un des effets. Mais vous allez avoir l'épuisement des ressources agricoles, vous avez la poussée démographique qui pose des problèmes considérables à l'humanité avec l'épuisement des ressources en eau. Donc, sur tous les fronts, pas seulement la température, vous avez des bouleversements en cours qui, aujourd'hui, sont dans la tête des populations. Les gouvernements commencent à en prendre conscience. Je vois le basculement de la Chine, qui a commencé par les déclarations du président Xi Jinping à côté de Barack Obama dernièrement, qu'il a renouvelé au secrétaire général de la COP, qui est le président de la République française, parce que c'est lui qui assure le secrétariat général de cette vaste opération diplomatique d'envergure mondiale. Il a rappelé que pour la première fois, la Chine acceptait qu'on le traite comme... que la Chine soit traitée comme un pays industrialisé et pas seulement un pays en développement qui rejetait la responsabilité de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur les pays qui ont été les auteurs de la révolution industrielle dans le passé. Donc c'est là une prise de responsabilité tout à fait importante, peut-être historique. Il reste à convaincre l'Inde, plus d'1 milliard d'habitants, le Brésil, l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle la Russie, les BRICS. Mais je crois que le leadership de la Chine dans ce dossier peut amener les lignes à bouger. Alors, on entend beaucoup parler de l'objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement de notre planète. Précisons que 2 des arbres à vent seront exposés lors de cette COP21. Mais j'insiste, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage parler d'expériences concrètes qui ont un impact positif et non pas coercitif ? Encore aujourd'hui, mardi, on entend parler de circulation alternée ou pas. Les citoyens français ou autres ont le sentiment que c'est toujours punitif, en fait. Vous n'allez pas prendre votre voiture pour éviter de polluer, en fait. Pourquoi pas des choses positives ? Pourquoi pas, comme dans des pays nordiques, un couloir de bus ouvert aux voitures électriques ? Pourquoi pas ça manque, non ? Je dirais que, finalement, et c'est un des choix que j'ai fait d'aller dans une entreprise de taille modeste, une start-up avec 11 personnes, avec des inventeurs de génie, des gens qui ont beaucoup d'audace et beaucoup d'idées. Pourquoi ? Parce que l'économie peut changer par la compétitivité, de la technologie, les solutions concrètes qu'on met sur le marché peut parfaitement rendre attractif finalement la mutation du monde. Et d'ailleurs, l'économie change, parfois pas toujours en bien, parfois en bien. Ça veut dire qu'on a plus d'impact en faisant de l'entrepreneuriat que de la politique ? Je ne dirais pas plus d'impact, je dirais qu'il y en a parfois autant. Pourquoi ? Parce que finalement, l'économie s'inspire des transformation profonde de la société. Elle l'observe beaucoup plus que la politique. Elle est à l'écoute de la société. Pourquoi ? Parce que ce sont les consommateurs. Plus pragmatique, moins d'idéologie peut-être ? Plus à l'écoute. C'est-à-dire, finalement, ce que les consommateurs sont capables de faire sont parfois très en avance sur ce que les citoyens sont capables d'accepter, finalement. C'est ce qu'avait compris Steve Jobs, mais il y a des millions de Steve Jobs en ce moment qui travaillent aux inventions du futur. Ils ne sont pas connus, mais ils transforment la société aussi. Steve Jobs, fondateur américain de la marque Apple. Alors, le micro-éolien Made in France, c'est encore mieux, si je puis dire, quand on vous connaît sur le plan politique. Arnaud Montebourg, c'est en tout cas aussi
aussi votre grand cheval de bataille, le Made in France, comme on dit, produire français. Quand vous étiez ministre, c'était un de vos combats, une de vos luttes. D'ailleurs, vous vous engagez aujourd'hui avec Yves Gégaud, qui n'est pas du tout de votre bord politique. Est-ce que la France est assez engagée sur cette voie du produisons français? J'observe que tous les grands pays industrialisés ont finalement des réflexes patriotiques. C'est le cas des États-Unis, grande puissance industrielle, première puissance industrielle. C'est le cas des Japonais, des Allemands, des Italiens. Beaucoup de pays européens ont cet état d'esprit, ce réflexe disant nous sommes fiers de ce que nous faisons, mettons-le en valeur. Donc c'est un appel finalement à l'amour de soi, hein, pour tous les Français. Aimons-nous, aimons ce que nous faisons, soyons fiers. Le nationalisme, disait Romain Gary, grand compagnon de la Libération, ami Gérald de Gaulle, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est la fierté, l'estime de soi, l'amour des siens. Bon, est-ce que nous pouvons bâtir des réflexes de patriotisme économique? Il progresse dans la société, nous en avons de multiples preuves. On ne peut plus aller dans un magasin sans qu'on m'interpelle. Les vendeurs disent, vous savez, on nous demande que du Made in France. Malheureusement, on n'en a pas. Je dis, mais c'est très bien, faites travailler les usines françaises, parce que les consommateurs, ils vous demandent ce que vous ne voulez pas faire. Et finalement, dans chaque consommateur, vous avez deux cerveaux. Le cerveau droit, c'est le pouvoir d'achat, le low cost, le moins cher, tout de suite. Puis le cerveau gauche, c'est mes salaires, mes enfants retiennent un emploi, est-ce que ma PME va être à côté de chez moi, va être prospère? C'est cette réconciliation. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas, est-ce que le problème n'est pas au fond un problème d'équation? Parce que produire chinois ou français, à la limite, la question c'est de savoir est-ce qu'on va vers un productivisme qui n'est pas forcément bon pour la planète, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ou alors une décroissance, comme disent certains, pour justement préserver cet environnement. J'écarterais la question de la décroissance, parce que quand vous avez une croissance démographique galopante sur la planète... Mais sans aller jusque-là, en tout cas. Réglons ce problème. La décroissance économique, quand vous avez une croissance démographique, c'est-à-dire que le gâteau se rétrécit pendant que le nombre de bouches à nourrir augmente. Donc vous appauvrissez les gens. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça n'est pas possible. En revanche, faire en sorte que la croissance soit de meilleure qualité, consommer là où vous produisez, contrôler les normes sociales et environnementales qui s'appliquent aux produits que vous fabriquez. Et ça, vous pouvez le faire si ce n'est pas à 10 000 km dans des conteneurs qui circulent sur les océans du monde. Arnaud Montebourg, en 30 secondes, dernière question. On vous sait très discret depuis votre départ du gouvernement français. On est regardé partout dans le monde, notamment dans le monde francophone, Québec, France, Belgique, public qui suit beaucoup l'actualité politique française. Est-ce que vous pensez parfois à un retour en politique? Bon, écoutez, moi, je considère être engagé politiquement comme citoyen, ordinaire, vivant, comme tout le monde. Bon, les questions politiques sont des questions, pour moi, qui sont un peu éloignées. Ceci dit... Mais en tant que citoyen, vous allez jouer un rôle pour la prochaine présidentielle? Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Bon, je ne veux pas entrer dans les débats, dans les polémiques, ou dans les débats qui sont d'ailleurs, pour moi, très dégradés et de mauvaise qualité, le débat public. Nous avons besoin de prendre de la hauteur. Si je peux y participer, je le ferai. Je donne mon opinion. Je l'ai fait, je crois, j'ai compté une 6aine de fois. C'est pas beaucoup, mais ça suffit parfois pour se faire entendre. Enfin, je l'espère. 6 comme la 6e République, peut-être un jour. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.